Bon, on va reprendre cette dernière séance de cette manifestation scientifique très intéressante. D'abord, je remercie le comité d'organisation, en particulier le docteur Azdine Mohammadi, de m'avoir invité à ce congrès, deuxième congrès international du souffle. Et là, on est là virtuellement sur la place Jemaa el-Fna. Extraordinaire. Ça fait avant la Covid, j'étais pas à Marrakech, donc ça me fait vraiment plaisir de m'y retrouver. Voilà, on va tout de suite entamer cette dernière session avec la présentation de Madame le professeur Nahid Zerba sur l'actualité dans la BPCO. Alors 2021, 2022, je ne sais pas, mais on vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais parler des actualités dans la prise en charge de la BPCO, mais en 2022, puisqu'on est en 2022. Donc, la BPCO est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans le monde. Et on a toujours dit qu'en 2020, la BPCO allait être la troisième cause de mortalité. Et bien, c'est le cas. Elle a été, donc, selon le rapport de l'OMS de 2022, la BPCO était la troisième cause de mortalité dans le monde, avec 3 millions de décès en 2019. Et il faut aussi savoir que 90% des décès qui sont dus à la BPCO chez les moins de 70 ans, eh bien, on les retrouve dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Alors, le fardeau de la BPCO va augmenter encore plus d'ici 2030, puisqu'il y a toujours cette exposition continue aux facteurs de risque et du fait aussi du vieillissement de la population. Alors, je n'ai pas mis les rapports de l'OMS de 2021-2022 parce que, tout simplement, il y a eu la Covid et la BPCO a été donc classée un peu vers la 5e, 6e position. Alors, donc, ça a été un peu biaisé par la Covid. Alors, pour la nouvelle définition de la BPCO, eh bien, elle n'a pas changé. Selon le GOL 2022, c'est toujours cette maladie évitable et traitable qui se caractérise par des symptômes respiratoires persistants et cette limitation du débit d'air et qui est due à des anomalies des voies respiratoires et ou alvéolaires qui sont généralement causées par une exposition importante à des irritants ou des gaz nocifs. Alors, on sait très bien que quand on a une BPCO, on a une inflammation de la muqueuse bronchique qui va évoluer vers le remodelage et la fibrose bronchique. On a une rupture des accroches alvéolaires et donc des lésions d'emphysème. Et on a de l'hypersécrétion muqueuse, donc le patient va présenter des expectorations assez abondantes. Pour ce qui est de l'éthiopathogénie, comme vous le savez, le tabac est le principal facteur de risque de la BPCO, mais il n'y a pas que le tabac, il y a aussi l'exposition à la biomasse, surtout chez les femmes dans les pays en développement. Il y a l'exposition à la pollution atmosphérique. S'ajoutent à ces facteurs extrinsèques d'autres facteurs intrinsèques, notamment donc les anomalies génétiques, le développement pulmonaire anormal et le vieillissement accéléré. Donc, il y aura une interaction entre tous ces facteurs pour aboutir à des anomalies des petites voies aériennes avec de l'emphysème et des effets systémiques. Donc, qui vont se manifester cliniquement par les symptômes habituels de la BPCO, par des exacerbations et des comorbidités qui vont se rajouter. Et sur le plan fonctionnel respiratoire, ça va se manifester par une limitation du débit aérien qui est persistante. Alors, d'abord, il faut faire le diagnostic de la BPCO. Comme vous le savez, donc, c'est un patient qui se présente avec une dyspnée chronique progressive, un syndrome bronchique fait de taux d'expectoration, une respiration sifflante ou une oppression thoracique. On peut avoir même une fracture de côte, des troubles anxio-dépressifs. Devant ce tableau, il faut éliminer les autres causes de taux chroniques, notamment l'asthme, la DDB, les pneumopathies interstitielles diffuses, l'insuffisance cardiaque également, et les causes extrathoraciques telles que le reflux, la rhinite avec jetage postérieur et la prise de certains médicaments tels que les IEC. Donc, après avoir interrogé le patient, donc on recueillit un peu l'histoire de sa maladie, les facteurs de risque. Il faut aller faire une spirométrie pour confirmer le diagnostic. Laquelle spirométrie a un triple intérêt. D'abord diagnostique.
en montrant le trouble ventilatoire obstructif post-bronchodilatateur avec la courbe que vous connaissez tous, avec la cassure qui est très caractéristique de la BPCO, du trouble ventilatoire obstructif. Elle a l'intérêt également d'évaluer la sévérité et donc de classer la BPCO selon les 4 stades de Gold en fonction du VMS. Donc quand le VMS est supérieur à 80%, elle est légère, et quand il est inférieur à 30%, elle est très sévère. Entre les deux, on a la modérée et la sévère. Et elle a également un intérêt dans le suivi de ces patients-là. Il faut noter qu'il y a une faible corrélation entre le VMS et les symptômes et l'altération d'état de santé du patient, d'où l'intérêt d'une évaluation symptomatique globale du patient. Et d'où l'intérêt justement de phénotyper cette BPCO. Quand on parle de phénotypage, cette notion, elle a été moins développée dans la BPCO par rapport à l'asthme, mais il faut dire aussi qu'elle n'est pas récente, puisque déjà en 1955, Dornhorst avait déjà catégorisé 2 profils de patients BPCO, le Pink Puffer et le Blue Bloater. Et en fait, ce n'était qu'une catégorisation simple et visionnaire du phénotypage qui est très à la mode actuellement. Et donc, quand on parle de phénotype, ce n'est autre que l'interaction entre la génétique et l'environnement. Vous savez très bien que l'environnement du patient BPCO est très riche. Donc, il y a l'exposition professionnelle, l'exposition à la biomasse, à la fumée de tabac, la pollution, le cannabis. Ces facteurs environnementaux vont interagir avec les facteurs génétiques pour donner plusieurs phénotypes. Justement, donc les exacerbateurs, ceux qui sont symptomatiques, donc on aura des profils en fonction de l'exacerbation, en fonction du profil clinique, en fonction des biomarqueurs, le taux d'éosinophile, en fonction aussi d'imagerie, le déclin du VMS, et aussi des comorbidités qui se surajoutent à ce tableau clinique. Donc, d'où l'intérêt, justement, ce phénotypage va nous inciter à mieux catégoriser ces patients. Et là, il y a eu les 2 grandes études Eclipse et Spiromix qui ont porté sur de très grandes cohortes de patients avec une BPCO stable et qui ont montré qu'il y avait une mauvaise corrélation, justement, entre le VMS et la morbidité qui est représentée par ces dyspnées, par ces comorbidités, la qualité de vie et la capacité à l'exercice. Et donc, du fait qu'il y ait cette mauvaise corrélation, il est devenu indispensable d'inclure d'autres notions dans la classification de la BPCO, donc notamment l'exacerbation et la notion de dyspnée et donc l'évaluation des symptômes cliniques. Donc, quand on parle de comorbidité, on parle de comorbidome. C'est quoi ce comorbidome ? C'est cette expression graphique, comme vous le voyez ici, c'est comme une galaxie. Et en fait, qu'est-ce qu'on a mis ici dans ce graphique ? On a mis un peu des planètes qui gravitent autour d'un centre. La petite étoile au centre, c'est la mortalité. Et tout autour, c'est les planètes. En fait, les planètes correspondent aux comorbidités. Ce sont des comorbidités qui ont une prévalence de plus de 10% et qui ont une plus forte association avec la mortalité. Et quand on a schématisé cela, eh bien, on voit que les planètes, enfin les bulles qui sont proches du centre, elles ont la plus forte association avec la mortalité. Et le diamètre de ces bulles, il est proportionnel à la prévalence de ces comorbidités. Et quand on voit ici dans ce cercle, le cercle qui est en pointillé, en fait, c'est l'orbite dans laquelle circulent les différentes planètes et qui correspondent aux comorbidités qui sont les plus associées à la mortalité dans la BPCO. Donc l'évaluation passe aussi par d'abord une évaluation des symptômes, comme j'ai dit, notamment la dyspnée par l'échelle modifiée MMRC, mais aussi des signes cliniques par le COPD Assessment Test ou le CAT pour avoir une évaluation globale de l'état du patient. Pourquoi cette classification ? Pourquoi cette évaluation initiale ? C'est pour pouvoir justement classer le patient selon les stades de Gold ABCD
Et donc là, il faut d'abord faire le diagnostic de la BPCO par la spirométrie qui montre le trouble ventilatoire obstructif post-bronchodilatation. Il faut ensuite évaluer la limitation à l'écoulement d'air par le VEMS et classer la BPCO en fonction du GOLD, donc selon les stades 1, 2, 3 et 4. Et enfin, évaluer les symptômes et les risques d'exacerbation. Et justement, ici, on voit très bien qu'on va évaluer les symptômes par le MMRC et le CAT, et on va évaluer le risque d'exacerbation. Et on va classer la BPCO en 4 stades. Alors, le groupe A, c'est des patients qui sont pratiquement asymptomatiques, avec un MMRC de 0 à 1 et un CAT inférieur à 10, et ils n'ont pas d'exacerbation, ou au moins une qui n'entraîne pas l'hospitalisation. Pour le groupe B, c'est un groupe qui devient symptomatique, comme on voit ici, mais qui n'a pas d'exacerbation. Le groupe C, c'est un groupe qui n'est pas très symptomatique, mais qui est exacerbateur. Donc, ils font des exacerbations, plus de deux exacerbations ou plus d'une qui entraîne une hospitalisation. Et puis, le groupe D, c'est un groupe qui est symptomatique et exacerbateur. Donc, ceci, justement, pour essayer de se placer dans cette courbe de prise en charge, ou cette boucle plutôt de prise en charge de la BPCO. Donc, on a fait le diagnostic, on a évalué l'état du patient, les comorbidités, on a classé notre BPCO, il faut traiter le patient. Donc, on est dans cette case-là de traitement. Alors, comment traiter? D'abord, quels sont les objectifs du traitement et dans la gestion donc, de la BPCO? C'est de réduire les symptômes, en gros, sans rentrer dans les détails, et c'est réduire le risque, bien sûr, de mortalité et d'exacerbation. Il faut savoir que la gestion pharmacologique n'est pas suffisante, il faut absolument compléter par des interventions non pharmacologiques appropriées. Je commence par le sevrage tabagique parce que c'est l'un des piliers, si ce n'est le pilier principal de la prise en charge d'un patient BPCO qui est tabagique. L'arrêt du tabac, comme vous le savez, a la plus grande capacité d'influencer l'histoire naturelle de la BPCO. Et si les ressources et le temps efficaces sont consacrés à l'abandon du tabac, eh bien, il serait possible d'atteindre des taux de réussite à long terme de pratiquement 25%. Et puis, j'arrive à la gestion pharmacologique et je commence par les bronchodilatateurs qui représentent la pierre angulaire du traitement de la BPCO. Donc, on peut commencer par un SABA ou un SAMA et puis passer par les LABA. Ou les LAMA, c'est-à-dire les bronchodilatateurs de longue durée d'action, soit seuls, soit en association, en bithérapie ou même en trithérapie, en association avec les corticoïdes. On va voir les détails après. Et l'autre traitement, c'est le corticoïde inhalé. Alors, le corticoïde inhalé, les corticoïdes inhalés ont fait couler beaucoup d'encre. On a vu beaucoup d'études contre, pour, et puis à un certain moment, on a banni les corticoïdes. Puis on est revenu pour dire non, il faut les donner à certains patients, certains profils et phénotypes particuliers. Il ne faut jamais les donner seuls, ça c'est sûr, toujours et jamais en première intention, toujours en association et bien sûr chez certains patients. Là aussi, on va voir un peu les indications. Donc, si on veut revoir toujours selon le GOLD 2022 les indications de la corticothérapie, donc les arguments, il y a des arguments qui sont très forts pour démarrer la corticothérapie. C'est quand on a un antécédent d'hospitalisation pour exacerbation, quand on a plus de 2 exacerbations modérées par an, une éosinophilie sanguine plus de 300 et un antécédent d'asthme ou un ACO. On peut suggérer ou proposer de donner une corticothérapie inhalée, toujours en association, quand on a une exacerbation modérée par an ou un taux d'éosinophile sanguin entre 100 et 300. Et il ne faut pas donner de corticostéroïdes inhalés, donc c'est des arguments contre, quand on a des épisodes de pneumonie à répétition, parce qu'on sait que c'est une complication fréquente de cette corticothérapie inhalée chez les BPCO, quand on a une éosinophilie sanguine inférieure à 100 et un antécédent d'infection à mycobactéries, dans ce cas, il ne faut pas donner de corticostéroïdes inhalés. Donc, comment traiter ces patients? Selon les groupes, justement, cette classification nous aide dans le traitement. Déjà, pour le groupe A, on va commencer par un bronchodilatateur de courte durée d'action,
Et si ça suffit, c'est bon. Sinon, on peut passer à un bronchodilatateur de longue durée d'action. Donc, ça dépend de l'effet de ce bronchodilatateur sur l'essoufflement. Bien sûr, et cela devrait être poursuivi si le bénéfice est documenté. Maintenant, pour le groupe B, on va commencer par un bronchodilatateur de longue durée d'action, soit un LABA ou un LAMA, et le choix, bien sûr, va dépendre de la perception du patient du soulagement des symptômes. Cela ne pose pas de problème. Maintenant, le groupe C. Alors, le groupe C nous pose problème parce que c'est des exacerbateurs. Et donc là, l'idéal, c'est de commencer par un LAMA, parce qu'on va voir dans les études que les LAMA ont prouvé leur efficacité chez ce groupe de patients. Alors, pour justement voir un peu l'intérêt de ces LAMA chez ce groupe de patients, il y a eu plusieurs études. Là, donc, ce sont 2 études qui ont montré que les LAMA, notamment le tiotropium, étaient supérieurs au LABA dans la réduction des exacerbations chez les patients BPCO. Donc, la première étude a comparé le salmétérol au tiotropium et la deuxième a comparé l'indacatérol au tiotropium et elle a montré toujours donc, la supériorité des LAMA par rapport au LABA, surtout chez les patients qui présentent des exacerbations. Une autre étude un peu ancienne, c'est l'étude de Casaburi, donc, qui a évalué à long terme le tiotropium en une seule inhalation par jour dans la BPCO. Et bien, elle a montré que le tiotropium entraînait une amélioration du VEMS prédose versus placebo, avec une amélioration de la dyspnée et de la qualité de vie chez les patients donc, qui étaient sous tiotropium versus placebo. L'étude Invigorate, c'est une étude qui a été publiée en 2013 dans le Lancet. Donc, c'est une étude en double aveugle qui a comparé l'indacatérol à raison de 150 microgrammes versus tiotropium, 18 microgrammes, chez 3444 patients avec une BPCO sévère. Ben, elle a montré qu'il y avait une diminution de 24% du taux d'exacerbation avec le tiotropium versus indacatérol. Alors, j'arrive au groupe D. C'est un groupe qui pose également des problèmes. Donc, c'est un groupe de patients qui font des exacerbations et qui sont également symptomatiques. Et donc là, on peut commencer par un LABA parce que les LABA ont à la fois un effet sur l'essoufflement et les exacerbations, ou on peut commencer par une association, une bithérapie LABA-LAMA, si le patient a un CAT élevé, c'est-à-dire qu'il a des symptômes sévères, un CAT plus de 20, et si le patient a un taux d'éosinophile plus de 300 ou des antécédents d'asthme, on peut d'emblée commencer par un LABA ICS. Mais l'idéal, c'est de commencer par une double bronchodilatation et laisser vraiment l'association avec les corticoïdes en deuxième intention. Pourquoi ? Parce que là aussi, donc, ça a été confirmé par des études. Là, c'est l'étude Flame qui avait comparé l'association LABA-LAMA versus ICS-LABA dans la réduction des exacerbations sur un an. Et bien, elle a montré qu'il y avait une réduction de 11% du nombre d'exacerbations, quel que soit le degré de sévérité, par rapport, donc pour le groupe LABA-LAMA, par rapport au groupe ICS-LABA. C'est pour ça qu'on préfère commencer par la bithérapie, la double bronchodilatation. Donc, on a fait le diagnostic, on a évalué un peu l'état de notre patient, on a traité, il faut ajuster, évaluer bien sûr le traitement, c'est comme dans l'asthme quand on évalue le contrôle, et on ajuste le traitement en fonction des symptômes résiduels. Qu'est-ce que le patient garde comme symptômes ? Et on peut là soit escalader ou désescalader, c'est comme le step-up et le step-down de l'asthme. Donc, justement, le principe de cette gestion pharmacologique, c'est d'abord d'évaluer le traitement initial. Si la réponse au traitement initial est bonne, eh ben, on maintient le même traitement, on ne change pas une équipe gagnante. Si la réponse n'est pas bonne, là, il faut considérer le traitement, le trait prédominant à cibler, c'est-à-dire voir si le patient garde une dyspnée ou s'il garde une exacerbation, et il y a tout un algorithme dans chaque case qu'on verra à part. Donc, pour les patients dyspnéiques, si le patient a été mis sous LABA ou LAMA et qu'il garde une dyspnée, on passe à la bithérapie, à la double bronchodilatation d'abord. Si l'ajout d'un second bronchodilatateur n'améliore pas les symptômes, là, le traitement doit de nouveau être réduit à la monothérapie
et envisager le changement soit de la molécule, soit revoir la technique d'inhalation. Parfois, c'est juste un problème d'adhérence au traitement ou la technique qui n'est pas bonne. Donc, il faut d'abord vérifier ça avant de changer la molécule. Maintenant, si le patient est d'emblée sous l'ABA-ACS, comme on a vu dans les cases, donc A, B, C, D, donc s'il est d'emblée sous l'ABA-ACS, alors est-ce qu'on peut revenir à un LABA-LAMA? C'est une question qui se pose souvent. Eh bien oui, si l'indication initiale déjà des corticostéroïdes inhalés n'était pas appropriée, s'il y a un manque de réponse au traitement par corticoïdes, c'est-à-dire qui n'est pas efficace, ce n'est pas la peine de l'ajouter, ou s'il y a des effets secondaires des corticostéroïdes inhalés. Donc là, on peut revenir à la case de départ, c'est-à-dire revenir à la double bronchodilatation. Maintenant, si le patient ne s'améliore pas et garde une dyspnée, on doit passer à la trithérapie et on ajoute un LAMA. Donc, ça sera LABA-LAMA ICS, soit en association fixe ou donc associée. Et bien sûr, j'insiste sur le fait de bien vérifier la technique d'inhalation, vérifier l'observance du traitement avant de changer de thérapeutique. Alors, si le patient garde une dyspnée persistante, et c'est le cas chez 30% des patients BPCO, alors qu'est-ce qu'on fait malgré la trithérapie, malgré le changement de molécule? Là, donc, les morphiniques ont montré une efficacité très importante. Bien sûr, ils ont quelques effets secondaires, tels que les nausées et la sédation, mais ils ont montré leur efficacité quand même. Là, j'ai trouvé cette étude intéressante qui a essayé d'évaluer l'intérêt du furosémide inhalé à raison de 40 mg. Ils ont comparé ce groupe de furosémide à un autre qui a reçu une solution saline inhalée, donc on va dire placebo. Et qu'est-ce qu'elle a montré cette étude? Eh bien, que le furosémide inhalé semble soulager principalement cette sensation de soif d'air et de manque d'air, et ce par action directe sur les récepteurs à l'étirement. Et donc, ce traitement pourrait constituer une option thérapeutique intéressante. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation. Quand on revoit un peu les recommandations de la SPLF de 2021, donc qui ont été actualisées en 2021, eh bien, à ce jour, c'est seuls les opioïdes à faible dose qui ont démontré leur efficacité et qui sont dénués d'effets secondaires majeurs. Donc, on n'a pas encore de recommandations dans ce sens. Alors, si le patient garde une exacerbation, c'est-à-dire qu'il est sous l'ABA ou l'AMA et qu'il fait toujours des exacerbations, là, il y a deux façons de faire. Soit qu'on passe, donc déjà, on va passer à la bithérapie, mais laquelle? Soit qu'on passe à une double bronchodilatation, c'est-à-dire l'ABA-LAMA, ou une association LABA-ICS. Et qu'est-ce qui fait donc la part des choses? Eh bien, c'est le taux des éosinophiles. Si le patient a des signes évocateurs d'asthme, il faut l'interroger, voir est-ce qu'il a des signes d'asthme. S'il a une éosinophilie plus de 300, ou qui est plus de 100, mais avec plus de 2 exacerbations modérées qui nécessitent, ou au moins une qui nécessite une hospitalisation dans l'année, donc on voit bien que c'est les critères d'initiation d'une corticothérapie inhalée, là, on donnera un corticostéroïde inhalé d'emblée associé au LABA. Et si ça ne s'améliore pas, on va passer à la trithérapie. Maintenant, si on opte pour l'association LABA-LAMA et que le patient ne s'améliore pas, là aussi, il faut voir les éosinophiles. S'ils sont moins de 100, on va plus de 100 plutôt, on va passer à la trithérapie. S'ils sont plus de 100, là, c'est on a tout donné, on aura tout donné. Là, on peut donner soit l'azithromycine chez les ex-fumeurs, soit le roflumilast. Mais ça, c'est les indications du GOLD. On va voir que la SPLF n'indique pas ou ne recommande pas le roflumilast dans ses recommandations. Par contre, c'est l'azithromycine qu'on retrouve. Alors, je passe, donc ça, c'est l'étude Impact qui montre l'efficacité de la trithérapie. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Donc, 3 minutes. D'accord, donc je vais faire vite. Donc, qui a montré l'efficacité de la trithérapie par rapport à la bithérapie dans la diminution du taux des exacerbations chez les patients BPCO. Et là, c'est une étude qui montre juste que les éosinophiles représentent un biomarqueur pour la réponse
aux corticoïdes inhalés. Chez les patients qui ont un faible taux d'éosinophile et qui ont un taux bas d'exacerbation, qui ne sont pas très exacerbateurs, eh ben, ils ont moins de chances de répondre aux corticoïdes. Par contre, les patients qui ont un taux élevé d'éosinophile et qui ont un taux élevé d'exacerbation, eh ben, ce seront les répondeurs aux corticoïdes inhalés. Quel est l'intérêt des macrolides? Rapidement, donc je passe. Je vous dis juste que l'étude de Columbus avait donc montré que le taux d'exacerbation diminue chez le groupe qui était sous azithromycine par rapport au groupe placebo. Et là, donc, c'est un récapitulatif des différentes études qui ont évalué l'efficacité des macrolides chez ces patients-là. Eh ben, la majorité ont montré qu'il y avait une diminution du taux des exacerbations avec une amélioration de la qualité de vie. Et donc, on peut les prescrire. Il faut savoir qu'ils sont aura-MM. On n'a pas la MM pour l'azithromycine, mais on peut les prescrire à faible dose à raison de 200 mg par jour, 3 jours par semaine. Alors, les biothérapies, là aussi, je passe rapidement. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de données. Il y a des études Metrex, Metreo et l'étude Galatea et Terranova qui ont étudié le benralizumab et le mépolizumab, c'est-à-dire les anti-interleukine 5 et antirécepteurs d'interleukine 5. Ils ont montré qu'il y avait une petite efficacité, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, là aussi, il n'y a pas d'indication, ils n'ont pas d'indication dans la BPCO. Donc avant de finir, je voudrais juste rappeler que les recommandations de la SPLF qui sont beaucoup plus simples que le GOLD. Là, donc, on peut donner un bronchodilatateur de courte durée d'action au début. Si le patient ne s'améliore pas, on passe au bronchodilatateur de longue durée d'action et on préfère les LAMA en cas d'exacerbation. Et si le patient est toujours dyspnéique, on donne la double bronchodilatation. S'il est exacerbateur, on donne un bronchodilatateur de longue durée d'action plus corticoïde inhalé. Si toujours il y a la dyspnée ou les exacerbations, on passe à la triple thérapie. Alors, le traitement non pharmacologique, rapidement, j'ai parlé déjà du sevrage, mais là, c'est l'éducation du patient, l'activité physique régulière. Il faut l'insérer dans des programmes de réhabilitation respiratoire, ne pas oublier le soutien nutritionnel chez nos patients qui sont dénutris, la prise en charge des comorbidités et surtout ne pas oublier les vaccinations. Donc la vaccination, on en a parlé hier, j'ajoute juste la vaccination antigrippale et anti-Covid. Et pour finir, je finis juste avec cette nouvelle technique innovatrice et très prometteuse, c'est la dénervation ciblée des poumons par radiofréquence. Donc c'est un nouveau essai qui a été mené en 2019 au sein d'une vingtaine de centres aux États-Unis et 13 en Europe. Donc là, c'est un article de Bruno de Gano qui a montré l'efficacité de cette technique chez des patients BPCO. Et le but, en fait, c'est d'évaluer l'efficacité de la dénervation pulmonaire par radiofréquence. Comme on voit ici, il y a le nerf bronchique. Et donc, on introduit cette sonde pour justement donc, réaliser une thermolyse pour justement tuer ces nerfs bronchiques. Et cette thermolyse va entraîner une bronchodilatation et va permettre donc le passage de l'air. On voit très bien les images avant et après dénervation. Et ça doit être un complément de l'approche thérapeutique, bien sûr, pour soigner nos malades BPCO. Voilà, donc je finis en rappelant que la BPCO, c'est une maladie qui tue à petit feu. C'est un réel défi de santé publique important qui est à la fois évitable et traitable. J'insiste sur le dépistage et le diagnostic précoce pour pouvoir prendre en charge précocement et d'une manière efficace ces malades. Les bronchodilatateurs restent la pierre angulaire du traitement et les corticostéroïdes inhalés doivent être réservés à certains profils, comme on l'a vu. Et bien sûr, il faut insister sur le maintien d'une activité physique régulière, les vaccinations. Et je finis par donc insister sur le sevrage tabagique qui reste le meilleur garant d'une bonne évolution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur les actualités concernant la BPCO, puisque les deux présentations qui vont suivre concernent l'asthme et la BPCO. On préfère que les questions restent à la fin. Donc voilà, avant d'entamer la question sur le cancer.
Merci beaucoup, Dr Momen. Chers maîtres, chers confrères, je suis très honorée d'être parmi vous à cette deuxième édition du Congrès international du souffle à Marrakech. Tout d'abord, je remercie Dr Azdine Mohammadi de m'avoir invité à co-modérer cette session avec mes confrères ici présents. On va entamer le deuxième thème sur les actualités de l'asthme et j'ai l'honneur d'inviter professeur Jean-Michel Vergnon pour nous présenter la thermoplastie et asthme sévère. À vous la parole, professeur. Bien, bonsoir, merci beaucoup de votre introduction. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation qui concerne donc la place de la thermoplastie dans l'asthme sévère. Alors, je vais suivre le plan suivant. D'abord, qu'est-ce qu'un asthme sévère non contrôlé, TH2 ou non TH2 ? Quel est le diagnostic différentiel de cet asthme sévère non contrôlé ? Quelle est l'indication potentielle de la thermoplastie ? Comment se déroule la procédure ? Quels sont les résultats et les recommandations internationales et quelques données en pratique. Alors l'asthme sévère non contrôlé, c'est un asthme qui est donc à l'étape numéro 5. C'est un patient qui a une pathologie très sévère, un persistant sévère qui nécessite un traitement continu avec bêta longue action, atropinique, qui a évidemment des corticoïdes inhalés à très forte dose et dans certains cas même une corticothérapie générale. Et à ce stade-là, il est toujours non contrôlé et donc quand on lui fait remplir le questionnaire de l'asthme, ACT, il est donc inférieur à 20. Donc on se trouve dans une situation complexe pour lequel il y a effectivement quelques propositions thérapeutiques. Bien sûr, le premier temps, c'est de vérifier les facteurs de mauvais contrôle et la première de toutes, c'est l'observance du traitement et la bonne utilisation de ce traitement, bien évidemment. C'est aussi toutes les comorbidités comme les sinusites, les infections virales, le persistance du tabagisme, le persistance de l'allergène dans l'environnement avec l'importance de contrôle à domicile de ce qui s'y passe, les médicaments anti-inflammatoires, les bêta-bloquants sous toute forme, la pollution, les modifications hormonales et les différents stress possibles. Quelques chiffres en France. Vous voyez que l'asthme représente 6,7% de la population générale, que 5 à 10% des asthmatiques sont au stade de persistance sévère et que parmi ceux-ci, il y en a environ 60 000 qui sont non contrôlés au palier 5. Et donc on estime qu'il y aurait potentiellement 200 à 500 patients par an qui seraient éligibles éventuellement à la thermoplastie. Donc, bien sûr, il va falloir déterminer si le patient est non TH2 ou TH2. Vous savez que les patients TH2 ont éventuellement et essentiellement un mécanisme médié par les éosinophiles avec le rôle des interleukines 5 et 13, alors que les non TH2 sont plutôt liés aux polynucléaires neutrophiles sans action particulière des éosinophiles. On va voir que c'est très important. Le diagnostic différentiel, il peut être évidemment extrêmement multiple, mais vous vous doutez qu'en tant que pneumologue interventionnel, je voudrais insister pour vous sur 3 plans. La présence de corps étrangers avec des pseudo-asthmes, notamment chez l'enfant, liés à un corps étranger qu'on n'aurait pas vu et qui aurait été inhalé. Les tumeurs à évolution lente. C'est toutes les semaines que je reçois des patients traités pour des asthmes et qui ont en fait un carcinoïde, une tumeur bénigne progressive endotrachéale qui est passée complètement inaperçue et qui souvent d'ailleurs n'est pas forcément visible sur la radiographie pulmonaire. Il faut penser aussi à la trachéobronchomalacie qui va être particulièrement complexe parce qu'elle va s'associer éventuellement à l'asthme. Donc vous avez là un patient avec un cylindrome, une tumeur adénoïde kystique de la trachée qui s'était révélée par un asthme tardif. Le patient n'a plus d'asthme après traitement de son carcinoïde. Et les problèmes des malacies, avec voilà la trachée à l'inspiration
et à l'expiration, et ça complique très sérieusement la prise en charge de ces patients en donnant un tableau qui ressemble à un asthme et qui est malheureusement encore plus compliqué à traiter. Alors, quelles sont les indications de la thermoplastie bronchique? Quand on regarde ici le document officiel, donc ces asthmes sévères doivent être pris en charge dans un centre expert qui va essayer d'optimiser au mieux le traitement, qui va phénotyper le patient. Si jamais il s'agit d'un asthme non TH2, vous voyez qu'on peut, dans les options thérapeutiques, proposer la thermoplastie. Si par contre il s'agit d'un asthme TH2, le premier temps est bien sûr les biothérapies. Ces biothérapies vont agir soit directement au niveau des IgE, soit directement au niveau des récepteurs ou de l'IL5 pour bloquer la réaction et la production des éosinophiles. Il y a de très nombreux biothérapies qui sont actuellement en cours. Ce n'est pas l'objectif ici de les d'écrire et de les discuter, mais on va voir qu'ils interfèrent extrêmement fortement avec les indications de thermoplastie. Donc il faut que pour que le patient ait une indication de thermoplastie et qu'il soit TH2, il faut bien sûr être en échec de ces biothérapies et à ce moment-là seulement, on pourra discuter de la thermoplastie. Donc, en résumé, les candidats potentiels seraient des asthmes sévères non contrôlés avec un ACT inférieur à 20, 6 phénotypes TH2 non répondeurs à l'omalizumab et non répondeurs aux anti-EL5, ou phénotype non TH2. Et les non-candidats seraient des asthmes partiellement sévères contrôlés, des phénotypes TH2 répondeurs ou partiellement répondeurs aux biothérapies, des non-TH2 répondeurs, par exemple, au LAMA ou au macrolide, et des patients beaucoup trop sévères, beaucoup trop instables, pour lesquels on ne peut pas leur proposer ce traitement. Donc la procédure de la thermoplastie va consister à réaliser sous anesthésie générale 3 séances de traitement à environ 3 à 4 semaines d'intervalle. On va d'abord traiter le lobe inférieur droit, puis le lobe inférieur gauche, et ensuite, dans la 3e séance, les 2 lobes supérieurs. On va générer des impulsions électriques au niveau des bronches qui vont agir notamment sur le muscle lisse bronchique, comme je vais vous le montrer sur la petite vidéo suivante. Donc, il y a un générateur qui s'appelle ALER, qui est un générateur de fréquence, d'impulsion, qui va générer les choses. Donc, voilà comment les choses vont se passer. J'espère que la vidéo va fonctionner. Je ne sais pas si elle fonctionne, ou alors il faut que je la mette en route moi-même. Non, ça a l'air de marcher. Donc, pour lutter contre cette bronchoconstriction, on va descendre dans les bronches donc ce petit cathéter qui va déplier, vous voyez, 4 électrodes, et on va envoyer des impulsions au niveau de ces électrodes pendant une dizaine de secondes qui vont entraîner par des systèmes de radiofréquence des lésions au niveau du muscle lisse bronchique. Ensuite, on déplace la sonde de 1 cm et on recommence et on va faire à peu près 80 impulsions dans chacun des lobes. Donc c'est extrêmement fastidieux, ça présente 0 intérêt sur le plan endoscopique, mais la question c'est de savoir si éventuellement ça a un intérêt pour le patient. Donc le premier effet qui a été constaté, vous voyez, c'est l'atrophie du muscle lisse bronchique entre l'image de gauche avant traitement et à droite après traitement. Donc on détruit le muscle lisse bronchique et on se dit que dans ces conditions, si on diminue le muscle lisse bronchique, on va diminuer la bronchoconstriction, donc les crises d'asthme et donc les exacerbations, et en améliorant ainsi la qualité de vie du patient. En fait, il y a plein d'autres effets que ça. On a démontré également qu'il y a des effets nerveux, qu'il y a des effets métaboliques, qu'il y a des effets sur le micro-environnement, plus à distance d'ailleurs que les zones traitées, y compris sur la périphérie des bronches, en agissant essentiellement sur la voie nerveuse.
Donc, au niveau des résultats, ils ont été un petit peu analysés dans ce travail de la revue des maladies respiratoires. Comme vous voyez, il y a eu 3 grands essais, RISA R1 et R2, qui ont traité des patients, R2 ayant la particularité d'avoir fait un groupe sham, c'est-à-dire un groupe placebo, où on faisait un traitement, mais où les électrodes n'étaient pas branchées et les évaluateurs n'étaient pas ceux qui faisaient le traitement pour avoir les résultats les plus parfaits possibles. Donc 3 essais qui ont montré une amélioration de la qualité de vie, une diminution des jours sans symptômes, une réduction des traitements de secours, une réduction des consultations en urgence et des exacerbations. Voilà un des premiers essais, l'essai RISA, où vous voyez la diminution par rapport à T0 des exacerbations, des traitements de recours, mais sur l'image du bas, aucune modification de la fonction respiratoire et pas de modification du traitement de fond jusqu'à 5 ans. Ici, R2, donc avec beaucoup plus de patients, et on retrouve là aussi l'amélioration du score des symptômes, la diminution des traitements de secours, le nombre d'événements, là non plus pas de modification du traitement de fond et de la fonction respiratoire. Et vous voyez qu'au cours du temps, le résultat se maintient ici jusqu'à 5 ans sans modification réelle de la fonction respiratoire. Donc on a une action sur les exacerbations et sur les consultations de secours, mais pas vraiment sur le traitement de fond. L'étude a été poursuivie, on a publié ici les résultats à 12 ans et on a exactement le même résultat avec l'apparition chez certains patients quand même de quelques bronchectasies qui ne sont peut-être pas tout à fait un hasard. Vous voyez là, au fil du temps, la stabilité du gain sur les exacerbations, les consultations aux urgences et les hospitalisations pour asthme. Dans les effets secondaires, outre cette histoire de dilatation des bronches, il faut penser que chaque traitement va entraîner un fort risque d'exacerbation. Et vous voyez que 16% des asthmatiques sévères traités ont présenté un syndrome de détresse respiratoire aiguë après le traitement. Donc c'est quand même pas tout à fait anodin, même s'il n'y a pas eu d'essai direct lié au geste. Donc du coup, les recommandations internationales, ici de 4 sociétés savantes, ont insisté sur l'intérêt de ces techniques, mais en montré quand même encore pas mal leur caractère un petit peu expérimental, entre guillemets, ou devant être étayé. Qu'est-ce qu'on a décidé en France ? Eh bien, vous voyez, l'HAS a reconnu l'indication, mais a mis des verrous extrêmement sévères. Il s'agit de patients ayant vraiment un recul de 1 an du traitement avant de décider de la thermoplastie. Il faut que ce soit des gens qui aient fait au moins 3 exacerbations par an, qui aient une corticothérapie générale à 10 mg par jour et qui aient un état général et une qualité de vie altérée. Donc ils ont mis plus encore de critères que les critères internationaux, moyennant quoi l'HAS a accepté la technique en recommandant ce que j'ai mis en carré rouge, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un centre qui ait à la fois des compétences en asthme grave et des compétences en pneumologie interventionnelle. Il y a même un acte remboursé par la Sécurité sociale pour cette activité en France. Alors, est-ce que ça se passe dans la vraie vie ? Alors, moi, personnellement, je ne faisais pas de thermoplastie et j'ai interrogé les quelques collègues qui en font, notamment mon collègue de Lille, et vous voyez qu'il a commencé en 2017 et qu'il n'a soigné que 13 patients depuis 2017 que lui ont confié sa RCP asthme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces résultats sont extrêmement mitigés, puisque vous voyez qu'elle a été considérée comme un échec pour 8 patients sur 13. Alors qu'ils étaient hyper sélectionnés. Et vous voyez en bas le coût de la procédure par patient, 14 000 € pour les 3 cathéters. Donc en pratique, le patient est sélectionné par le centre de référence de l'asthme, c'est un geste sous anesthésie générale, on n'arrête pas les traitements avant, on encadre le geste par une corticothérapie générale, on fait une radio de contrôle, des aérosols, etc. Et le patient va rester
après à peu près 5 jours. Futur de la thermoplastie, réponse non prédictible, elle serait peut-être meilleure, c'est ce qui a été présenté au dernier congrès de la WABIP à Marseille il y a un mois, pour les TH2. Il y a une très forte compétition avec les biothérapies. Il y a actuellement une chute majeure de vente des cathéters. Et comme la société qui fabrique a son business plan qui est basé sur la vente des cathéters, on se pose des questions sur la pérennité de cette technique et de la société dans quelques années, moins de 2-3 ans, d'après l'expert de la WABIP que j'ai interrogé sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Vergniaud, pour votre excellente présentation. Sans trop tarder, je donne la parole au docteur Naïma Bencher pour présenter le prochain orateur. Merci, Dr. Belkhel. Donc, nous touchons à la fin de notre congrès. Je saisis cette occasion pour féliciter les membres de l'APREM de la réussite de ce magnifique congrès et de les remercier de m'avoir associé à la co-modération de cette table avec donc, mes collègues pour modérer les thèmes concernant les deux grandes pathologies des maladies respiratoires, à savoir l'asthme et la BPCO. Sans tarder, je donne la parole au professeur Serhan pour nous parler de la place des anti-IgE dans l'asthme. Donc, à vous la parole, professeur Serhan. Merci, Madame la Présidente. Je réitère mes remerciements et mes félicitations à l'APREM pour le choix des thématiques. Et là, je vais vous parler de la place des anti-IgE dans le traitement de l'asthme. Donc, comme vous le savez, un asthmatique sur 20 souffre d'une forme sévère de la maladie. Malgré l'optimisation du traitement classique et l'utilisation de fortes doses de corticostéroïdes inhalés, on assiste toujours à un mauvais contrôle des symptômes et à un déclin de la fonction respiratoire chez une grande population de patients asthmatiques. Les IgE sont bien évidemment impliqués dans la physiopathologie de l'asthme et constituent actuellement une cible thérapeutique intéressante lorsque le traitement conventionnel n'est pas suffisant pour contrôler la maladie. Les anti-IgE viennent donc pour renforcer l'arsenal thérapeutique de l'asthme. Alors, comment fonctionne et pourquoi on a choisi comme cible thérapeutique les anti-IgE? Tout simplement parce que les IgE, ils participent à l'initiation de la réaction inflammatoire dans la maladie asthmatique. Donc, comment ça? Après le premier contact avec l'allergène ou l'agent sensibilisant, il va y avoir une sécrétion des immunoglobulines qui vont circuler dans la circulation sanguine. Après le deuxième contact, ces immunoglobulines, eux, ils vont se fixer sur la surface des cellules effectrices comme les mastocytes et les basophiles. Il va y avoir un pontage des immunoglobulines E, une fixation, alors une captation de l'allergène au niveau de la surface, ce qui va aboutir bien évidemment à l'apparition des symptômes de la maladie, que ce soit de façon précoce ou de façon tardive, et donc on va aboutir aux manifestations de la pathologie. Donc c'est parmi les éléments qui vont entraîner ou alors qui vont initier la réaction inflammatoire de l'asthme. Et certaines études également, ils ont montré une corrélation positive entre le taux des immunoglobulines et la prévalence de l'asthme. C'est pour ça qu'on l'a choisi justement comme cible thérapeutique. Alors, c'est quoi les immunoglobulines? L'immunoglobuline donc, est un agent qui participe à la réaction inflammatoire ou alors une immunoglobuline qui participe à la réaction inflammatoire, notamment l'hypersensibilité de type 1, est constituée de deux parties, donc une partie fixe et une partie qui est mobile. Là, il faut savoir que l'immunoglobuline a une demi-vie qui est courte, moins de 24 heures. Il a une concentration faible dans la circulation sanguine. C'est en se fixant sur les récepteurs de haute affinité sur les cellules effectrices qu'il va y avoir une sécrétion accrue des immunoglobulines E et par conséquent, il va y avoir un aboutissement à la réaction inflammatoire. Il y a des taux sanguins qui sont sensibles justement à cette affinité entre les récepteurs qui sont situés au niveau de la surface des cellules effectrices et ces immunoglobulines. Alors là, sur la diapositive de gauche, vous avez la structure de l'immunoglobuline de façon microscopique. Là, c'est la partie
fixe qui va se fixer sur les récepteurs de haute affinité au niveau des cellules effectrices, et la partie mobile qui va former ou alors qui va capturer l'allergène, et par conséquent il va y avoir un déclenchement des réactions inflammatoires avec libération des différentes cytokines et médiateurs inflammatoires qui vont aboutir aux différents symptômes de l'asthme. Donc la structure des immunoglobulines, l'immunoglobuline E est une immunoglobuline de nature murine, mais qui a été humanisée. Et actuellement, on assiste à une immunoglobuline E qui est à 95% constituée c'est-à-dire de matériel humain, et reste que 5% qui est d'origine murine. Donc c'est une immunoglobuline, là c'est la composition tridimensionnelle de l'immunoglobuline E. Alors cette immunoglobuline E, elle va, ou alors cette anti-immunoglobuline E, elle va se fixer grâce à la partie qui va se fixer sur le récepteur de haute affinité de la cellule effectrice, grâce à cette partie-là qui est située au niveau de la partie fixe de l'immunoglobuline, et va empêcher la circulation des immunoglobulines E dans le sang, et par conséquent va empêcher la réaction inflammatoire. Alors comment cela va se traduire? Vous savez tous que la physiopathologie, elle commence par une réaction d'hypersensibilité de type 1, pardon. Il va y avoir un premier contact avec l'allergène, sécrétion des immunoglobulines E circulantes, fixation de cette immunoglobuline grâce aux récepteurs de haute affinité, aux cellules effectrices qui sont essentiellement les basophiles et les mastocytes. Alors cette réaction, elle va entraîner la formation, alors la libération de médiateurs inflammatoires qui vont stimuler les lymphocytes Th2, qui vont également sécréter des médiateurs d'inflammation, notamment la cytokine 4 et la cytokine 13, qui va stimuler la formation des lymphocytes B, et qui vont sécréter justement les immunoglobulines circulantes, et ainsi de suite. Donc là, le fait qu'il va y avoir ces immunoglobulines E, ils vont empêcher cette réaction, alors cette fixation des immunoglobulines E à la surface des cellules effectrices, et par conséquent, ils vont empêcher cette réaction qui va entraîner la libération de ces différents médiateurs inflammatoires qui vont aboutir finalement aux symptômes de la maladie asthmatique. Voilà. Donc finalement, les mécanismes d'action de l'omalizumab, ou alors des anti-IgE, ils se résument comment? Cette fixation, elle va empêcher, ou alors elle va réduire la fraction du NO exhalé. Elle va entraîner une réduction de taux d'éosinophiles qui sont présents essentiellement dans la réaction inflammatoire de type Th2. La formation, ou alors la stimulation des mastocytes et des basophiles, des lymphocytes T et B qui sont des cellules inflammatoires importantes dans la réaction inflammatoire dans la maladie asthmatique, la diminution de la sécrétion des immunoglobulines E, la diminution de la fixation d'immunoglobulines au niveau de la surface des cellules inflammatoires, diminution des réactions, ou alors de la phase tardive de la réaction inflammatoire dans l'asthme, et bien évidemment la diminution de la réponse au prick test, qui est essentiellement due à une réaction d'hypersensibilité de type 1. Donc l'efficacité clinique des anti-IgE a été justement évaluée depuis le siècle dernier. Les premières études avaient commencé depuis les années 90, et 6 grandes études cliniques depuis 2001 à 2005 ont abouti justement ils ont abouti à la validation et la commercialisation finalement de ces anti-IgE. C'est des études qui sont multicentriques, qui ont porté sur 250 à 550 patients randomisés, contrôlés contre placebo et à double insu. Ils ont un design semblable, avec des résultats concordants, avec des petites nuances justement dans le design. Les exacerbations asthmatiques ont été définies comme étant une hospitalisation, une consultation aux urgences, entraînant la prescription de corticostéroïdes systémiques ou une augmentation des corticostéroïdes
inhalé. La première étude a été publiée en 2001, avait porté sur 500 patients âgés de 12 à 75 ans qui prenaient régulièrement des doses fortes de corticostéroïdes inhalés à base de 500 à 1000 mg. Cette étude, donc, elle avait démontré qu'il y avait une nette réduction des corticostéroïdes inhalés chez les patients qui utilisaient les anti-IgE, avait montré également une réduction significative du score des symptômes de l'asthme, avait montré une réduction des symptômes diurnes et nocturnes de l'asthme qui définit justement le contrôle et une réduction, on a parlé tout à l'heure du traitement de secours, une réduction recours au traitement de secours ou alors aux bronchodilatateurs de courte durée d'action et une amélioration significative également de la fonction respiratoire. La deuxième étude, c'est une étude de phase 3, contrôlée en double aveugle versus placebo, portant sur 525 patients présentant un asthme allergique sévère nécessitant une dose journalière de corticostéroïdes inhalés, randomisés pour recevoir un placebo et de l'omalizumab par voie sous-cutanée à raison de 2 à 4 injections toutes les 2 à 4 semaines. Et l'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité et la sécurité de l'omalizumab dans le traitement de l'asthme corticodépendant. Donc les résultats de cette étude avaient montré une réduction significative de l'utilisation des corticostéroïdes chez les patients qui recevaient l'omalizumab versus placebo et une réduction également de l'utilisation du dispositif de secours très significatif chez les patients qui recevaient l'omalizumab par rapport aux patients placebo. La troisième étude, elle avait parlé, ou alors elle avait comme objectif d'évaluer la capacité de l'omalizumab à améliorer suffisamment le contrôle de la maladie pour permettre la réduction des corticostéroïdes inhalés et le contrôle de la maladie asthmatique chez des patients souffrant d'asthme allergique sévère. C'est un essai en double aveugle contrôlé versus placebo sur des patients qui recevaient de fortes doses de corticostéroïdes inhalés, notamment du fluticasone, à raison de 1000 microgrammes par jour. Donc les résultats avaient démontré également qu'il y avait une réduction de la dose du fluticasone très significativement supérieure dans le bras de l'omalizumab, de l'ordre de 60% par rapport au bras placebo qui était de 50%. Une réduction de la dose des corticostéroïdes de 50% significativement dans le bras omalizumab versus placebo et une réduction également de la fluticasone de 2000 microgrammes à 500 microgrammes qui s'est produite chez 60% pour l'omalizumab contre 45% pour le placebo. Et au cours des deux phase de l'omalizumab, on a assisté à une réduction des besoins en médicaments d'urgence, une amélioration des symptômes et également de la qualité de vie. La cinquième étude est une étude randomisée contrôlée en double aveugle versus placebo qui a concerné cette fois-ci les enfants de 6 à 12 ans, ayant comme objectif d'évaluer l'innocuité, l'effet d'épargne cortisonique et l'impact des exacerbations sur la qualité de vie des enfants asthmatiques. Les résultats également étaient concordants avec les précédentes études. Elle avait montré qu'il y avait moins d'utilisation de corticostéroïdes inhalés dans le groupe omalizumab versus placebo. Les corticostéroïdes ont été arrêtés complètement chez 55% des cas. L'incidence et la fréquence d'exacerbation nécessitant une augmentation des doses de corticoïdes également a été réduite chez les patients qui avaient reçu le placebo. Et cette étude avait conclu que l'omalizumab est sans danger chez les enfants asthmatiques et il réduit nettement le besoin en corticostéroïdes inhalés et réduit également le nombre des exacerbations. La sixième étude, qui est l'étude Innovate, qui est une étude très connue, qui avait concerné 419 patients âgés de 12 à 75 ans, traités pour asthme problématique. C'est des patients qui restaient symptomatiques sous corticothérapie inhalée à forte dose, au-delà de 1000 microgrammes d'équivalent de beclométasone en association avec un bronchodilatateur de courte durée d'action. 22% recevaient une corticothérapie par voie générale maximum à raison de 20 mg par kilo, avec ou sans antileucotriène. Les résultats concordaient toujours avec les précédentes études, avaient montré cette étude qu'il y a une diminution significative du nombre des exacerbations sévères, une réduction significative des consultations et des admissions en urgence. Le score pour éviter une exacerbation sévère
sur un an était de 2,2. Les scores de symptômes et les index de qualité de vie sont meilleurs dans le groupe omalizumab. Par contre, on ne parle pas de réduction de corticostéroïdes ni de corticoïdes par voie systématique dans cette étude. Alors, la sixième étude est une étude qui a pour objectif de démontrer l'effet de l'omalizumab sur la rhinite allergique persistante concomitante à l'asthme. Elle avait concerné 405 patients âgés de 12 à 74 ans et qui a évalué pendant 6 mois de traitement l'omalizumab par rapport au placebo au moyen du score de Jupiner pour l'asthme. Et cette étude avait conclu que pour l'asthme allergique persistant et symptomatique sous omalizumab, on a démontré qu'il y a une diminution des exacerbations sous traitement de longue durée par omalizumab, évaluée après 6 mois au moins, qu'il y avait une réduction en besoin de corticostéroïdes inhalés, qu'il y avait une amélioration de l'index de qualité de vie chez les patients. En revanche, l'amélioration des paramètres fonctionnels, notamment le peak flow et le VMS, restait très modeste. Donc finalement, toutes les études concordaient et parlaient justement d'une amélioration de la qualité de vie, des symptômes diurnes et nocturnes, du nombre des exacerbations chez les patients qui recevaient l'omalizumab par rapport aux patients qui recevaient le placebo. Quels sont maintenant les facteurs prédictifs de la réponse à l'omalizumab? L'amélioration clinique était définie par l'absence d'exacerbation pendant les 28 semaines de traitement, associée à l'un au moins des 4 éléments suivants. Il faut qu'il y ait une diminution du score des symptômes, une diminution des doses de bronchodilatateurs à la demande, une amélioration des paramètres fonctionnels et une amélioration également de la qualité de vie. Quels sont les sujets qui répondent mieux à l'omalizumab par rapport aux autres patients? C'est des patients ayant une anamnèse ou une consultation, une admission en urgence au cours de l'année précédente, qui ont une utilisation de beclométasone élevée au-delà de 800 microgrammes par jour et ayant des paramètres respiratoires inférieurs, avec un VMS inférieur à 65%, 3 fois. Donc ce profil de patient a 3 fois plus de chances de répondre à l'omalizumab que d'autres personnes. Alors, quels sont les critères d'éligibilité aux anti-IgE? Alors, les anti-IgE actuellement peuvent être, selon les études et ce qu'on démontré, qu'ils peuvent être utilisés chez l'enfant au-delà de 6 ans, présentant un asthme grave, mal maîtrisé, tel que défini par des exacerbations fréquentes et ou le recours à des corticostéroïdes orales quotidiens, malgré une maîtrise des facteurs environnementaux, le fait de cesser de fumer au besoin, l'information des patients et le traitement constant par les corticoïdes, c'est-à-dire il va falloir, comme a dit Dr Jamali tout à l'heure, vérifier les facteurs environnementaux et les facteurs de risque modifiables et les comorbidités, et qui ne répondaient pas à une dose quotidienne de 500 microgrammes de fluticasone ou d'équivalent avec un traitement de points, en plus d'un des critères d'asthme sévère, soit la sensibilisation aux pneumoallergènes avec un prick test ou un IgE spécifique positif, un taux d'IgE et le poids situé dans l'intervalle des doses recommandées, un antécédent d'exacerbation au cours de l'année précédente. Quels sont les facteurs prédictifs de bonne réponse à l'omalizumab? Il faut savoir que le taux de base d'IgE n'est pas prédictif de réponse à l'omalizumab. Par contre, il faut qu'il y ait un taux d'éosinophilie sanguin au-delà de 260 éléments par microlitre, un taux élevé de FeNO, un asthme de l'enfance documenté et une histoire clinique suggérant des symptômes liés. Alors les posologies, selon les recommandations, ils dépendront du poids corporel et du taux d'IgE, donc situés dans les intervalles présentés sur les 2 tableaux selon la Haute Autorité sanitaire française. L'évaluation de l'efficacité, elle doit être faite après minimum 4 à 6 mois de traitement, selon bien sûr avec un bilan minimal mensuel qui comporte une anamnèse, idéalement et plus objectivement un questionnaire de contrôle de l'asthme et des paramètres spirométriques bien sûr basés sur le VMS, le DEP et si disponible le NO exhalé également.
Comment pouvant préparer l'injection de l'omalizumab et l'administration. Les flacons disponibles au Maroc actuellement sont ceux de 150 mg. Ils doivent être entreposés au frais, donc entre 2 et 8 degrés. La préparation consiste à dissoudre un flacon lyophilisé de 150 microgrammes avec 1,4 millilitres d'eau stérile pour préparation injectable. Et il faut ensuite, donc l'astuce est d'agiter le flacon toutes les 5 minutes jusqu'à ce que vous ayez une solution limpide au total avant qu'elle soit injectée au patient. Et il faut attendre 15 à 20 minutes avant de prélever 1,2 pour 100 mg en veillant à l'expulsion bien sûr des bulles d'air, et l'injection elle se fait bien sûr par voie sous-cutanée. Quels sont les effets secondaires des anti-IgE? Une douleur aussi d'injection, des effets des infections virales, des infections des voies aériennes supérieures, des sinusites, les céphalées, c'est généralement des effets secondaires mineurs, des pharyngites. Une anaphylaxie est décrite, mais exceptionnelle. Il ne faut pas l'administrer chez la femme enceinte parce qu'il n'y a pas d'études qui ont démontré ça. Et des effets indésirables requièrent rarement de l'ordre de 0,1, moins de 0,1. La durée du traitement, le suivi et l'ajustement. L'efficacité du traitement devra être réévaluée après 16 minutes de traitement. La décision de poursuivre le Xolair se basera sur l'observation et l'amélioration du contrôle. Le taux d'IgE peut être élevé, mais il n'y a pas besoin de le réévaluer à chaque fois. Un nouveau dosage d'IgE peut être utilisé pour déterminer les doses à administrer. Après une interruption de traitement d'au moins 1 an, la dose à administrer sera déterminée sur la base du taux d'IgE sérique. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation? C'est que les anti-IgE inhibent le processus inflammatoire lié à l'asthme. Les études ont montré une réduction de la fréquence des exacerbations, une diminution en toute sécurité du recours aux corticostéroïdes inhalés et orales, une amélioration de la qualité de vie. L'indication, je vous l'avais déjà montré, non indiquée ni justifiée chez les asthmatiques légers. La posologie établie en fonction du poids et du taux d'IgE. Il faut compter au moins 4 à 6 semaines avant de juger l'efficacité, et le coût reste quand même problématique au Maroc. Et je vous invite au premier congrès international qui aura lieu le 18-19 novembre prochain. Et je vous dis Berkat, marhaba bikoum Rougadir. Merci. Merci, professeur Serhan, pour cet exposé très clair qui contient des messages très importants en ce qui concerne l'utilisation des IgE qu'on vient de commencer donc, au Maroc. Vous nous avez éclairé sur toutes les problématiques, le mode d'emploi, les effets secondaires. Merci beaucoup pour cet exposé. Et à Agadir, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Allez-y. Je voudrais remercier les présentatrices et les présentateurs pour ces exposés concernant les 2 mamelles qui nourrissent le pneumologue, que sont l'asthme et la BPCO. Et je voudrais demander au premier orateur s'il y avait des études comparant l'effet de la thermorégulation contre la biothérapie dans l'asthme sévère. Ma deuxième type de question, c'est concernant l'implication et la mobilisation des pneumologues contre le tabagisme. Que font-ils vraiment pour lutter contre le tabagisme? Est-ce que tous les pneumologues, par exemple, consacrent une partie de leur activité à l'aide au sevrage tabagique? Ça, c'est un appel que je lance aux pneumologues pour se mobiliser un peu plus dans la lutte contre le tabagisme.
Enfin, je répondrai à notre maître professeur Bertal par rapport à l'implication en tant que pneumologue dans la lutte contre le tabac. En fait, moi, je m'implique surtout dans la prévention primaire, parce que le sevrage, une fois que le patient, alors la personne est tentée de fumer, le sevrage, il devient de plus en plus difficile. Donc moi, à mon niveau, je m'implique beaucoup plus pour la prévention. Donc on fait beaucoup de campagnes au sein des collèges, des lycées, pour justement prévenir le commencement, alors le début du tabagisme. Donc à l'échelle, à notre humble échelle de la région et du service, on s'implique surtout pour la prévention primaire. On fait beaucoup de campagnes au sein des collèges et des lycées au niveau de la ville d'Agadir. Donc, alors après, pour le sevrage tabagique, on n'a pas de consultation dédiée pour le moment, mais ça va se faire, Inch'Allah, très prochainement. Voilà. Donc, c'est mon avis. Je ne sais pas si les autres collègues ont... Alors, justement, à ce propos... ici à Marrakech, dans la région de Marrakech-Safi, qui donc comporte 8 provinces. Nous avons réalisé depuis maintenant, ça va être la 9e année, cette année, un concours auprès des collégiens de première année, deuxième année collège, de tous les collèges. Enfin, on essaie de collecter tous les collèges à travers les académies. Et donc, on a, par exemple, l'année dernière, donc on a eu un arrêt de 2 ans vu la Covid, mais sinon, depuis maintenant 9 ans, ce concours comporte la réalisation par les élèves de première année, deuxième année collège. On a ciblé cette population puisque c'est à ce moment-là où vraiment le tabagisme est influent par rapport à la fréquentation des élèves entre eux. Et ils nous réalisent soit une maquette, soit un tableau ou une affiche qui comporte les méfaits, qui illustre les méfaits du tabac. Et on était ravis de voir qu'il y avait carrément des artistes parmi ces élèves, des maquettes extraordinaires et tout. Donc chaque année, on publie ça. Enfin, entre nous, il faut dire, ça coïncide toujours avec le 31 mai de chaque année. Oui. Et donc, on est content de cette... oui, justement. En parlant du 31 mai... Pardon ? Bien sûr, alors les meilleurs, bien sûr, ils ont un prix, évidemment, oui. C'est toujours au frais de notre association. Et puis, on fait souvent des petites mises au point. On a comparé, on va dire, la cigarette électronique aussi avec la cigarette traditionnelle, puisque la plupart pensent que la cigarette électronique n'a pas d'effet secondaire. Or, elle en a bien sûr. Et donc, on fait ça depuis maintenant 9 ans. Et donc, voilà. Pour une question pour Madame Zerba, la BPCO... Il n'a pas répondu à la question. Une question pour Madame Zerba, s'il vous plaît. Donc, on sait qu'il y a des BPCO qui ne sont pas dyspnéiques. J'ai vu que les recommandations Gold et GINA ne tiennent pas compte du VMS, alors qu'il y a des BPCO qui sont dyspnéiques avec des VMS relativement corrects. Et à l'inverse, des gens qui se disent pas vraiment dyspnéiques et qui ont un VMS vraiment très altéré. Et les recommandations GINA ou Gold ne tiennent pas compte du VMS. Comment traiter ces patients quand c'est seulement suggestif? C'est-à-dire ils disent qu'ils sont gênés, ils ont un VMS correct, et le contraire, ils disent qu'ils sont non, ça va, parce qu'ils sont, je pense, ils sont habitués à leur gène respiratoire et ils ont un VMS pas. Merci. Alors, merci Madame Halemi. Alors je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, rebondir sur la remarque pertinente de M. Bertal. Donc, ce que nous faisons contre le tabac et la lutte anti-tabac, en fait, moi je fais partie du service de M. Bertal, donc on a hérité cette consultation d'aide de sevrage tabagique qui fait partie intégrante donc, de notre quotidien au niveau du service, et on fait une consultation gratuitement à tous les malades donc, qui désirent arrêter, bien sûr. Et bien sûr, la sensibilisation des patients, elle fait partie aussi intégrante du quotidien de nos médecins en formation. Donc, à chaque fois qu'il y a un malade qui est hospitalisé, eh bien, il sort avec un rendez-vous à la consultation d'aide au sevrage tabagique. Bien sûr, avant, il y a toute une procédure avant. On essaie de sensibiliser le patient, de voir s'il est motivé, s'il veut arrêter de fumer et qu'il ne peut pas. Eh bien, on lui propose notre aide. Sinon, c'est le conseil minimal qu'on fait, et d'ailleurs que tout professionnel de santé doit être capable de faire.
c'est au moins de parler des méfaits du tabac et de proposer l'aide au cas où le patient serait prêt à arrêter. Et donc, il peut venir et on peut l'aider. Donc ça, c'est pour la prévention secondaire, bien sûr. Mais aussi, il faut faire de la prévention primaire et toujours inciter les jeunes à dire non à la première cigarette. Et on ne cesse de le faire, de le dire. Et aussi, on le fait dans les campagnes qu'on fait parfois dans des lycées et des collèges, parce que c'est la population qui est la plus à risque de commencer à fumer. Voilà. Alors, je voulais répondre à Madame Elami. Donc, pour les patients qui sont asymptomatiques, c'est ça? Donc, en fait, on ne va pas dire qu'ils sont asymptomatiques, sinon, comment on va savoir qu'ils ont une BPCO? Donc, sûrement qu'il y a des symptômes, mais qui s'habituent à leurs symptômes. Et puis, pour confirmer la BPCO, il faut qu'on ait ce trouble ventilatoire obstructif. Donc, cette limitation du débit pour déjà parler de BPCO. Maintenant, quand on a une BPCO et que les patients ne sont pas très symptomatiques, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas que le VMS, il ne faut pas se baser sur le VMS, juste sur le VMS, mais il faut une évaluation globale, il faut calculer le CAT, il faut calculer le MMRC. Et puis, ça, c'est un peu objectif, même si le patient dit qu'il ne se plaint pas de dyspnée, mais quand on fait ces tests objectifs, eh ben, on a des signes en faveur d'une BPCO, et c'est comme ça qu'on va traiter nos patients. Et on commence, comme j'ai montré, crescendo par un seul bronchodilatateur, et puis on monte en fonction de l'état du patient. Alors, on a deux Harrag, Harrag et Harraq, Madame Harraq. Je donne la parole à... Merci. Voilà, j'espère que ça va être une question sur la thermoplastie et l'asthme. Oui. Je sais pas. Les femmes d'abord. Voilà. Lady first. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est une question pour M. Vergnon concernant la thermoplastie bronchique. Est-ce qu'à travers les études réalisées, on n'a pas noté un effet paradoxal de cette technique? C'est-à-dire, au lieu d'avoir une amélioration de la maladie asthmatique, on a noté une aggravation de cette maladie. Merci. Merci pour la question. Je n'ai pas vu de papier dans le sens de l'aggravation, si ce n'est en phase aiguë où il peut y avoir des exacerbations aiguës de la maladie asthmatique, qui a d'ailleurs découragé tout le monde de le faire sous anesthésie locale, pour avoir un meilleur contrôle au moment du geste. Mais effectivement, la réponse est assez difficile à prédire. Et finalement, comme la thermoplastie, et ça me permet de répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, comme la thermoplastie est arrivée sur le marché en même temps que les biothérapies, le nombre de patients techniquement éligibles initialement, qui était prévu aux alentours de 500 par an en France, est devenu extrêmement faible parce que beaucoup de patients ont été rattrapés par les biothérapies et de fait, le marché n'existe pratiquement plus. Alors que c'était quand même assez séduisant de se dire qu'on avait une méthode qui pouvait guérir, entre guillemets, définitivement l'asthme. C'était un peu l'idée. Mais finalement, on ne change rien au traitement de fond, on ne change rien à la fonction respiratoire, on change très peu de choses en termes de qualité de vie. Et donc, la balance efficacité-coût, elle n'est pas très, très favorable actuellement. Alors peut-être que les choses vont changer, mais pour l'instant, en tout cas, le message n'est pas extrêmement favorable. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les orateurs pour leur qualité de présentation. Alors, concernant la présentation du professeur Serhan sur les posologies des anti-IgE, habituellement, ils ne sont pas limités par le nombre le taux d'IgE, parce que le taux d'IgE a été effectué dans une population suisse et ils ont eu l'obtention de l'AMM dans cette population. Donc, on constate chez nos patients, ils ont un taux d'IgE qui sont élevés. Et n'oublions pas que les anti-IgE ils sont aussi indiqués dans la BPA qui ont un taux d'IgE qui parfois il dépasse les 2000. Alors maintenant, concernant ce qu'a dit le professeur Zerba, je suis tout à fait d'accord sur le rapport du Gold, mais moi, honnêtement, lorsque je lis le Gold, je n'arrive pas à comprendre. Parce que là, on parle d'exacerbation et on parle de dyspnée. Et lorsqu'on définit l'exacerbation, c'est une majoration, une aggravation des signes de la BPCO qui peuvent être soit la toux, l'expectoration et la dyspnée. Donc ça implique déjà la dyspnée.
Deuxième des choses, lorsqu'on parle de step up, step down, prenons en considération un patient qui est stade D. Il fait plus d'exacerbation et il a un score de dyspnée qui est élevé, il a un score de 4 qui est élevé. Donc il prend son traitement, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un stade C. Un stade C, ça veut dire quoi? Il fait plus d'exacerbation, mais il a un score de dyspnée, un score de 4 qui est diminué. Il continue le traitement, et après, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir plus dyspnéique, avec un score de 4 qui est plus élevé, mais peu d'exacerbation. Alors là, je pense là, on ne peut pas suivre. Et en plus, on ne tient pas, comme il dit le docteur Alami, une chose qui est très intéressante, on ne prend pas en considération le VMS. On ne prend pas, c'est-à-dire le VMS, on le fait d'une part pour évaluer la sévérité, mais on ne voit pas son impact, son implication dans les stades A, B et C, D du BPCO. Je pense que ça, c'est une limite de cette classification qu'il faut rectifier. Et une troisième chose concernant la BPCO, on parle de la théophyline dans le texte, mais on ne parle pas dans la prise en charge. La théophyline, comme un grand défenseur de la théophyline, c'est M. Peter Barnes, qui est une référence mondiale de la BPCO, à dose infrathérapeutique, ce qui permet de lever le stress oxydatif. Là, parfois, ça marche à des doses qui sont infracliniques. Ce n'est pas une dose thérapeutique, mais à dose infrathérapeutique, comme la théophyline à 150 mg, parfois il peut faire l'affaire. Longue action, effectivement, libération prolongée. Merci. Alors, pour répondre à la remarque, en fait, c'est une remarque de professeur Harrak. C'est vrai qu'il y a un peu de discordance, mais concernant le VMS, comme vous avez dit, il faut tenir compte du VMS, mais pas que le VMS, parce que les études ont montré qu'il y a une très mauvaise corrélation entre le VMS et le vécu du patient. On peut trouver un VMS qui n'est pas très bas, alors que c'est un patient qui est très dyspnéique ou qui a un CAT élevé. Il y a une discordance, il n'y a pas une bonne corrélation. C'est pour ça qu'il faut évaluer le taux et le VMS, donc classer selon le GOLD 1, 2, 3, 4, mais aussi évaluer le CAT, évaluer le MMRC, parce que, comme j'ai dit, il y a des phénotypes de patients et tous nos patients ne se ressemblent pas. Et donc, je crois qu'on va vers plus un traitement personnalisé en fonction des symptômes qu'a notre patient. Maintenant, pour l'escalade et la désescalade, on ne va pas dire que forcément il était dans le groupe D, il va revenir au groupe C. Pas forcément, non. C'est juste qu'on va diminuer ou augmenter, c'est-à-dire passer d'un step à un autre en fonction des symptômes. On va monter, redescendre, mais on ne va pas forcément le classer dans un groupe. C'est-à-dire que quand on va dire qu'il est sous la Malaba, qu'il est forcément un groupe C, non. Ça, c'est autre chose. L'évaluation initiale, c'est ce groupe A, B, C, D. Mais quand on redescend ou on remonte, on joue avec les médicaments, mais on ne le reclasse pas forcément en groupe C, D et A. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Merci, professeur Zerba. Donc, s'il y a une dernière question, c'est la dernière question. Oui. Alors, j'adresse ma question au professeur Serhan. Alors, pour le traitement par anti-IgE, est-ce qu'il est systématique Est-ce qu'il est systématique d'éliminer une vascularite, en fait, granulomatose éosinophilique avec polyangéite? Est-ce que c'est systématique de l'éliminer, vu qu'il s'agit en fait d'un asthme sévère, ou pas? Alors voilà, c'est ma première question. Ma deuxième, ça concerne la durée du traitement. Alors on sait que c'est un traitement en général de 6 mois. Est-ce que ces 6 mois en général suffisent pour garder un malade contrôlé, et pendant combien de temps, vu les feedbacks des malades qui ont été traités? Est-ce que c'est une fois j'arrête le traitement, par exemple quelques mois, le malade aurait besoin de recommencer le traitement, ou ce sont des malades qui nécessiteraient un traitement d'1 an ou plus, vu que c'est un traitement qui est quand même cher? Alors voilà, c'est ça, merci. Je vous remercie.
Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur la remarque de mon maître professeur Al-Harrag. Justement, je reviens toujours à la question de recommandations locales. En l'absence de recommandations locales sur le dosage ou alors le taux d'IgE de la population marocaine, je ne peux me conformer qu'aux recommandations internationales qui parlent justement du donner la dose du Xolair en fonction du poids et en fonction des doses des IgE. Alors, pour les questions de la collègue, donc la première question, éliminer, moi je dirais, ça doit faire entrer dans le cadre d'une démarche diagnostique, c'est-à-dire tout dépendra du profil du patient. Donc, il va falloir identifier le phénotype TH2, c'est-à-dire éosinophilique. Après, ça dépendra s'il y a des signes systémiques dans un contexte d'asthme, ça oriente beaucoup plus vers un asthme dans un contexte de vascularite ou alors un asthme hyperéosinophilique rentrant dans le cadre de vascularite. Si vous avez un patient qui a une histoire clinique qui débute depuis l'enfance, il a une exposition allergénique, une aggravation, des prictes, donc c'est un contexte d'asthme sévère allergénique. Donc ça rentre dans le cadre, je ne dirais pas que je vais éliminer, mais ça dépendrait de la démarche diagnostique que vous allez adopter face à votre patient. Alors la deuxième question, c'était par rapport à la dose. Donc il n'y a pas de dose limite, par rapport à la durée du traitement. Alors à partir de 6 mois, on évalue l'efficacité, mais on n'arrête pas. La durée n'est pas déterminée des immunoglobulines E et le patient il peut rester à vie sous immunoglobulines E. Donc, il n'y a pas de durée limite et il n'y a pas de durée de 6 mois. À partir de 4 à 6 mois, on évalue. Si la réponse est bonne, on peut continuer le traitement à vie. J'espère avoir répondu aux questions. Merci beaucoup, professeur Serhan. D'ailleurs, je remercie l'ensemble des orateurs pour leur excellente présentation. Je ne sais pas si ça marche. Donc, à mon tour, je remercie le comité d'organisation de l'après-midi de m'avoir convié à cette manifestation, donc, et tout particulièrement au Dr Mohammadi. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à professeur CGI qui va nous parler du profil du cancer bronchopulmonaire au secteur libéral de Marrakech et région. Bonsoir tout le monde. Donc je vous rassure, tout d'abord, je sais que vous êtes fatigués, donc là ça va être vraiment court, donc ne vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, je suis honorée de parler au nom de tous les après-miens de cette enquête qu'on a réalisée à Marrakech. Donc comme vous le savez tous, Marrakech, on a la chance d'avoir tout le temps des formations médicales continues. On a des DMD, comme vous l'avez vu dans le symposium sur les PID. On a plusieurs RCP sur le carcinome bronchique. Mais ce qui nous manquait surtout dans le secteur libéral, c'est d'avoir une idée sur le profil épidémiologique de patients qu'on voit en consultation. Et du coup, on a décidé de commencer par une première enquête sur le profil du cancer bronchique bronchopulmonaire dans le secteur libéral de Marrakech. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les après-miens qui ont adhéré à cette enquête, qui ont été disponibles. Je sais que ça peut paraître, surtout pour les universitaires, d'après mon expérience, c'est quelque chose de facile qu'on peut réaliser dans un CHU, mais dans le secteur libéral, c'est une autre histoire, et pour réaliser un travail, il faut vraiment une implication personnelle de chacun. Alors, je vais faire un rappel. Donc, pour le carcinome bronchique, comme vous le savez tous, c'est la première cause de mortalité par cancer à travers le monde. Le principal facteur de risque reste le tabac. Le diagnostic est souvent tardif. Les deux types histologiques principaux, donc on a les cancers bronchiques non à petites cellules dans à peu près 80% des cas et les cancers bronchiques à petites cellules dans environ 15% des cas. Donc dans le monde, c'est la première cause de mortalité par cancer, responsable de 20% de décès par cancer de façon générale, plus de 40 000 nouveaux cas par an, avec 30 000 décès par an. La survie relative à 5 ans, tout stade confondu, elle est de l'ordre de 14 à 20%. Il y a une prédominance masculine, mais récemment, on observe une progression assez constante chez la femme.
Donc, au Maroc, on dispose de 2 registres officiels du cancer bronchique, le registre de cancer de Rabat, le registre de cancer de Casa. Il y a un registre de cancer de Fès, mais on a juste des résultats préliminaires. Ce qui ressort de ces registres, c'est que c'est le premier cancer de l'homme. Il y a une incidence 7 fois plus importante chez le sexe masculin. Donc, c'est pareil, c'est comparable entre Casa et Rabat. Donc, à Marrakech, malheureusement, on n'a pas de registre. Mais on a beaucoup de séries universitaires, que ce soit civil ou militaire. Mais sur le secteur libéral, la seule étude qui a été faite, c'était sous forme d'un travail de thèse. Elle a été réalisée par notre ami Dr Alami Bouchra en 1989. Mais depuis cette date, on n'a pas vraiment de données sur ce qui se passe sur le secteur libéral, d'où l'intérêt justement de cette étude. Donc c'était une étude prospective qu'on a démarrée en novembre 2021 jusqu'à octobre 2022. Donc juste pour ne pas oublier, ce qu'on va vous présenter, ce sont des résultats préliminaires. Normalement, on doit avoir une étude statistique vraiment bien développée, plus fine, pour avoir plus de possibilités, plus d'analyses. Donc là, ça va être juste des résultats préliminaires. Donc, les critères d'inclusion, ce sont des patients ayant un cancer bronchopulmonaire confirmé histologiquement. Les critères d'exclusion, ce sont les patients porteurs de tumeurs suspectes d'être secondaires, les hémopathies malignes et les carcinomes retenus probables devant un faisceau d'arguments, mais sans preuve histologique. Alors, l'objectif de cette enquête, c'était d'analyser le profil épidémioclinique du carcinome bronchique, analyser le profil radiologique, histologique, thérapeutique et pronostique du carcinome bronchique et pourquoi pas faire un premier pas vers l'élaboration d'un registre dans la région de cancer à la région de Marrakech. Alors les résultats sont les suivants. Donc on a recueilli 48 dossiers, donc 48 patients, avec une moyenne d'âge de 64 ans et des extrêmes de 44 à 98 ans. Un sexe ratio donc, qui montre une prédominance masculine, un sexe ratio à 5. Donc on a recensé 40 hommes et 8 femmes. 25% des patients, c'était des cadres moyens, supérieurs, fonctionnaires. 63%, c'était des salariés, petits commerçants, agriculteurs et sans profession, dans 12% des cas. Alors, concernant l'exposition professionnelle, donc, on a voulu être vraiment très transparent. Donc, on veut vous montrer même les faiblesses de notre enquête. L'exposition professionnelle n'a pas été malheureusement notée dans la majorité des fiches. Par contre, les habitudes toxiques, on retrouve le tabagisme dans tous les cas, que ce soit sous forme de tabagisme actif ou sous forme de tabagisme passif. Donc, le tabagisme actif, donc, il a été retrouvé dans 87% des cas et le tabagisme passif dans 13% des cas. Et parmi ces patients tabagiques passifs, on avait 4 femmes et 4 hommes, donc c'était pareil. Il y avait 2 consommations d'alcool, 2 consommations de cannabis, mais c'était le tabagisme comme habitude toxique la plus prépondérante. La consommation moyenne, elle est de 38 paquets par an, avec des extrêmes de 20 à 120 paquets année. Alors, les données cliniques, on s'est intéressé à 2 délais qui nous ont paru primordiaux. Donc, le premier, c'est le délai entre les premiers symptômes et la première consultation. Et le deuxième délai, c'est le délai entre la première consultation et le diagnostic histologique. Alors, le premier délai, le patient, quand je dis première consultation, bien sûr, chez nous, pneumologue. Donc, il est de 60,62 jours en moyenne, avec une variable de 15 jours à 1 an. Un délai inférieur à 2 mois, il a été retrouvé chez plus de 50% des patients. Le délai entre la première consultation et le diagnostic histologique, il est de 40,67 jours et il est variable entre 7 et 60 jours. Alors, le motif de consultation, donc ce qui ressortait le plus souvent, donc la toux, elle a été retrouvée dans 83% des cas, les douleurs thoraciques et la dyspnée dans 72% des cas, donc 31%, ils ont consulté pour une hémoptysie, et un syndrome cave supérieur, donc le patient, bien sûr, il parle de tuméfaction, une difficulté à respirer, dans 2% des cas. Donc la radiographie thoracique. Donc la radiographie thoracique réalisée chez tous les patients a objectivé une opacité parenchymateuse dans 26% des cas, une opacité médiastinopulmonaire dans 14% des cas, et un épanchement pleural dans 12% des cas. Alors, la bronchoscopie elle a été réalisée chez 68% des patients, soit 33 patients. Qu'est-ce qu'elle a montré?
Une sténose tumorale, c'était la plus fréquente, dans 32% des cas. Un bourgeon tumoral, dans 24% des cas. Un aspect infiltrant, dans 24% des cas. Un aspect de compression extrinsèque, dans 6% des cas. Et elle était normale dans 14% des cas. Alors, comment on a obtenu la confirmation histologique? On est pneumologue, donc c'est normal qu'on commence par la bronchoscopie. Si c'était les radiologues, je pense que vous allez avoir d'autres résultats. Mais pour nous, c'était la biopsie bronchique qui nous a permis d'avoir le diagnostic dans plus de la moitié de nos patients, 58% des cas. La ponction biopsie transpariétale dans 14% des cas. La biopsie d'un site métastatique chez 3 patients. Une thoracoscopie a été réalisée chez 2 patients et la confirmation histologique n'a pas été mentionnée dans 8 dossiers. Alors le type histologique, dans 94% des cas, c'est un carcinome bronchique non à petites cellules. Alors quel type de carcinome bronchique non à petites cellules? L'adénocarcinome, il vient en tête de liste, donc dans 54% des cas, suivi du carcinome épidermoïde dans à peu près un quart des cas, 25%. Le carcinome en grande cellule a été retrouvé chez un patient. Le carcinome à petite cellule, donc chez 3 patients. Et le carcinome peu différencié chez 6 patients. Une mutation EGFR a été demandée chez 2 patients et elle était positive. Alors, comment on a stadifié donc j'ai passé les examens complémentaires, mais comment on a stadifié ces patients? Donc, malheureusement, comme vous pouvez le constater, 74% des cas, ils ont été stadifiés à stade 4. 18%, c'était un stade 2B, et un patient stade 3B, un patient stade 2A et un patient stade 1B. Alors, le profil thérapeutique de ces patients, donc il y avait un seul patient qui était opérable, donc on a fait chez lui une pneumonectomie. La chimiothérapie exclusive, elle était la plus fréquente, donc elle a été proposée chez 52% des cas. Les schémas les plus utilisés, c'était une association carboplatine et toposide dans 60% des cas, et carboplatine docétaxel chez 40% des cas. Les thérapies ciblées, elles étaient proposées chez 2 patients, un patient sous gefétinib et un patient sous osimétritinib, et un traitement palliatif chez 33% des cas. Alors l'évolution, on ne va pas être prétentieux pour parler d'évolution parce qu'il y a des patients qu'on a recrutés il y a 1 mois ou 2 mois, donc il n'y a pas assez de recul pour vraiment parler d'évolution, mais néanmoins on va parler de ce qu'on a recensé. Il y a un refus de prise en charge chez 12% des cas. Il y a des perdus de vue, 27% des cas. Je voudrais m'arrêter juste sur ce point de perdu de vue. Donc le projet, on en avait parlé lors du GER4. Sur la fiche d'exploitation, normalement, on n'avait pas de nom de patient, on avait juste pour plus de discrétion, on avait juste des numéros, mais professeur Mzia, il nous avait fait la remarque parce qu'un patient, il peut consulter plusieurs fois, et du coup, on a mis les noms du patient, justement, pour être sûr, est-ce que c'est vraiment des perdus de vue ou est-ce qu'ils sont partis voir d'autres confrères. Donc, ce sont de vrais perdus de vue. Donc, dans 27% des cas, donc un décès dans 10% des cas, et l'évolution, donc je l'ai mise à prendre avec des pincettes. Donc jusqu'à maintenant, c'est une bonne évolution chez 38% des patients. Alors pour la discussion, donc ce qui ressort, donc on voulait se comparer à ce qui vraiment se passe à Marrakech. C'est pour ça qu'on a choisi 2 études qui étaient sous forme de travaux de thèse, un travail de professeur Bouchmoutsouf, un travail de professeur Amro et un travail de Warsani à Fès. Donc, ce qui ressort de toutes ces études, il y a une prédominance masculine, donc c'est le cas de notre enquête. Le principal facteur de risque reste le tabac. Le tabagisme passif, il est retrouvé entre 83 jusqu'à 90% des cas. Le délai de consultation, le diagnostic du cancer bronchique, malheureusement, il est souvent porté tardivement. Donc ça varie de 23 jours jusqu'à 120 jours dans l'étude de Marrakech de Amro. Alors, les moyens de confirmation histologique, donc c'est la biopsie bronchique qui vient toujours en tête de liste. Le diagnostic de confirmation, il est obtenu par bronchoscopie, donc entre 45 et 78% des cas. Vous voyez, dans le secteur libéral, c'est un petit peu élevé, ça se comprend parce que les patients, généralement, ils ont un peu les moyens, ils viennent au privé, donc ils ne patientent pas beaucoup, donc ils font beaucoup de bronchoscopie. La biopsie transpariétale, donc c'est de 14 à 35% des cas, et par biopsie d'un site métastatique, entre les chiffres, ils varient de 4 à 12%. Alors le type histologique, l'adénocarcinome, il reste le plus fréquent, que ce soit sur la série de Fès.
les 2 dernières séries réalisées à Marrakech, ou que ce soit sur notre série. Par contre, on a comparé nos résultats par rapport au travail qui a été fait par le Dr Alami en 89. À 89, apparemment, c'était plus de carcinome épidermoïde. Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment assez de patients? Je n'ai pas de réponse. Mais en 99, c'était surtout le carcinome épidermoïde de 80% des cas, contre 25% des cas pour les chiffres actuels. Alors, pour la répartition selon les stades des cancers bronchiques, malheureusement, dans toutes les séries, les patients ils sont vus à des stades tardifs, des stades 4. Donc, dans plus de 2 tiers des cas. Et pour les carcinomes bronchiques à petites cellules, malheureusement, dans plus de la moitié des cas, ce sont des carcinomes à petites cellules disséminés. Alors, le profil thérapeutique, la chimiothérapie exclusive, donc, elle reste la plus fréquente, donc ça se conçoit, puisque ce sont des patients qui sont vus à des stades tardifs, des stades 4. La chirurgie, malheureusement, elle reste vraiment très peu suggérée, parce qu'on voit rarement des patients à des stades précoces. Et la radiochimiothérapie, donc ça varie de 9% à 26% des cas. En conclusion, donc je vous ai promis qu'on ne va pas être très lent. Donc le cancer bronchopulmonaire, il constitue un problème majeur de santé publique. C'est la première cause de décès par cancer chez l'homme au Maroc et dans le monde. Le tabac reste le principal facteur de risque, donc ça ressort dans toutes les enquêtes. L'adénocarcinome reste le type histologique le plus fréquent à Marrakech. Malheureusement, il y a un retard de diagnostic. La grande majorité des patients, on les voit à des stades 4, d'où l'importance de la prévention. La sensibilisation auprès des médecins généralistes, le sevrage tabagique, et en plus du sevrage tabagique, je dirais même ne pas fumer avant d'arriver au stade de sevrage tabagique. Je vous remercie. Merci, professeur Sgé, pour votre présentation et surtout pour votre enquête très intéressante. Mais malheureusement, ça appuie le constat qu'on a tous, que le carcinome bronchogène, généralement, il est diagnostiqué à des stades tardifs, malheureusement. Donc on insiste toujours sur la prévention et la prévention. Donc, je passe la parole à la salle s'il y a des questions. Oui? Oui? Merci beaucoup. Votre présentation, vraiment, il est très pratique. Il reflète ce qui se passe sur le terrain. À Casablanca, où j'ai exercé pendant 22 ans à l'hôpital, et puis maintenant, ça fait 7 ans que je suis en privé. La chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait un avant le RCP et un après RCP. Et donc, pour améliorer aussi bien le délai de diagnostic, il faut se baser sur les RCP parce qu'au même moment où on fait la réunion, vous avez le chirurgien, l'anatomopathologiste, tout le monde essaye de faire de son mieux pour recruter le malade le plus vite possible. Et rien qu'avec le RCP, on a écourté le temps de diagnostic, on a aussi écourté le temps thérapeutique. Parfois, au moment du staff, le patient il est adressé du service vers l'oncologue pour pouvoir démarrer le traitement. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, pour le carcinome épidermoïde, oui, c'est la réalité sur le terrain. Maintenant, partout dans le monde, le carcinome épidermoïde est en diminution. Peut-être ça s'explique par le tabagisme, qui était le tabac noir auparavant, maintenant le tabac jaune, ce qui explique qu'il y a plus d'adénocarcinome que de carcinome épidermoïde. Donc, c'est le constat qu'on a partout. Maintenant, je partage avec vous, même dans le secteur libéral, on a ce problème. Des patients, dès qu'ils entendent le mot cancer, il disparaît. Et bien sûr, il disparaît chez nous, parce que c'est nous qui avons posé le diagnostic, mais il part autrement. Même à l'étranger, ils partent ailleurs, parce que pour eux, on porte malheur, nous, quand on fait le diagnostic de malignité, malheureusement, chez ces patients. Et malheureusement, il y a aussi le coût de la maladie, parce que c'est des patients qui doivent payer eux-mêmes leur chimiothérapie le plus souvent. Quand il n'y a pas de prise en charge, vraiment, c'est difficile pour beaucoup de patients. Et le retard diagnostique, c'est le même constat qu'on a toujours, qu'on n'a pas pu malheureusement améliorer. C'est des malades qui viennent tardivement chez le pneumologue. Donc, encore une fois, merci, parce que vous avez été réaliste et c'est la pratique de tous les jours. Merci, professeur Bakhata. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. La RCP, vraiment, elle rend service, donc, elle rend service entre guillemets, parce que déjà, le patient, quand on le voit, c'est à stade 4, donc elle rend service dans le traitement. À Marrakech, on a 2 RCP, donc ça peut accélérer les choses.
Mais ce n'est pas vraiment le délai entre la confirmation et le traitement qui pose problème, c'est le délai entre les symptômes et la consultation qui pose problème. Oui, c'était à mon tour également pour vous remercier, vous féliciter. Donc, j'ai déjà écouté auparavant, il y a une année, donc, votre intervention. Effectivement, ça évolue, mais c'est-à-dire dans la perspective effectivement, du registre. Mes remarques, effectivement, c'est-à-dire la même remarque de Professeur Bakhatar en ce qui concerne qu'est-ce que l'on est des RCP à Marrakech, dans le secteur libéral. Qu'est-ce que l'on est effectivement, combien il y a de pneumologues à Marrakech? Il y a Dr Mohamed qui m'a, si vous voulez, comme quoi vous êtes 21, c'est important. Quel plateau technique vous avez? Effectivement, parce que j'ai constaté sur les 48 malades, comme quoi c'est très peu. 48 malades en une année, c'est peu. Sûrement, il y en a plus. Et également, seulement 33 ont pu avoir une bronchoscopie. Pourquoi? Est-ce que c'est-à-dire, c'est également une autre remarque que j'ai également signalée, Dr Mohamedi, par message. Est-ce que les pneumologues ne sont pas impliqués dans l'oncologie? Est-ce que tous les pneumologues font de la bronchoscopie? Un certain nombre de points auxquels se pose la question dans la perspective après pour les registres. Voilà, merci. Mais c'est très bien. Merci, professeur Mziane. Alors pour la RCP, il n'y a pas de RCP pour les libéraux RCP. À Marrakech, on a une RCP qui regroupe en fait tous les secteurs, les 3 secteurs confondus, que ce soit public, privé ou universitaire. Il y a 2 RCP, 2 groupes d'RCP. Et bon, bien sûr, selon l'affinité, donc on assiste à des RCP, mais pour régler les problèmes. On est 22 normalement. M. Mohamed, on est 22 pneumologues. Mais en plus de Marrakech, il y a même la région. Il y a Mme Sidrasi qui nous a également envoyé des 21. Il y a également les pneumos de Safi qui ont participé à cette enquête. Les chiffres, ils sont là. On n'a rien inventé. Donc les chiffres qu'on a retenus, c'est peu, oui. Mais c'est ce qu'on a recueilli. Tous les pneumos, normalement, ils ont adhéré à cette enquête. C'est ce qu'on a recueilli comme chiffres. Alors, pour la bronchoscopie, normalement, tous les pneumologues de Marrakech, ils font la bronchoscopie. Pourquoi les autres, ils ne l'ont pas fait? Je n'avais pas de détails sur les fiches, mais des fois, les patients, ils refusent la bronchoscopie. Ils vous disent, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen s'il a une pleurésie, s'il a une adénopathie, parce qu'il y avait une biopsie de site métastatique, il y avait la thoracoscopie, il y a des patients, des fois, qui refusent la bronchoscopie, tout simplement. Si tu veux rajouter. J'ai une petite question, si je peux me permettre, à propos de la RCP. Alors, c'est bien beau de parler de la RCP, etc., oncologue, histologiste, chirurgien thoracique, etc. Mais quand on fait le diagnostic, nous, pneumologues, et quand on adresse le patient à l'oncologue, malheureusement, on a un manque de retour d'information. Peut-être qu'on nous renvoie le malade, peut-être en pré-mortem, carrément, pour le voir juste avant son décès. Ça, c'est une vraie plaie. C'est une remarque générale, Dr Momen. Tous les pneumologues qui ont rempli les fiches, ils ont galéré pour récupérer les informations concernant le traitement. Donc c'est général. Malheureusement, c'est ça. Comme ça, je me permets de conclure. Non, en fait, c'est ce qu'a oublié de dire notre charmante Hafsa, que je remercie beaucoup d'avoir accepté cette étude, c'est qu'elle était malade et laquelle a arrêté presque 2 mois, c'est ça. Donc, c'était un petit peu difficile pour elle. Déjà, c'était sympathique d'avoir continué de faire ce travail. Donc, en fait, l'idée, elle est simple. Elle est venue de mon ami Jandar, c'est-à-dire pour faire cette étude. C'est qu'à chaque fois, dans les congrès, on vient... c'est-à-dire les gens viennent exposer chez nous, mais on ne sait pas ce qui se passe chez nous. Donc, on a discuté lors du dernier congrès pourquoi on ne fait pas quelque chose ici pour que les gens apprennent et sachent ce qui se passe ici. Tous les pneumologues font les fibros ici. Presque toutes les cliniques maintenant sont équipées de vidéo-endoscopes. Donc, on n'a plus ce problème de disponibilité. Donc, mais c'est une présentation qui aura un lendemain. Donc, prochain congrès, il y aura plus de détails. On va répondre à toutes les questions qu'a posé Saadla. Et sachant qu'au libéral, comme il a dit à l'introduction, ce n'est pas évident.
C'est pas comme au CHU, c'est vraiment pour remplir une fiche, parce que nous avons fait une punition aussi. C'est 4 pages pour chaque patient, et donc il faut récupérer l'anapathe et tout ça. Donc ça va venir, hein. Donc ne t'inquiète pas, c'est Abdallah, c'est-à-dire au niveau du nombre des patients, on aura plus de recul après. Si vous permettez, ce que j'ai dit est très important. Le délai moyen entre la première consultation et le diagnostic aux États-Unis, il est de 3 jours. Et si on l'a réduit, c'est pas avec une panoplie d'examens. Encore une fois, c'est les RCP. À Casablanca, si on est arrivé à avancer chez les malades, c'est avec les RCP, encore une fois. Le privé, on fait, Madame Barada, il est là, notre présidente, on fait les RCP 1 fois par semaine. Et on discute les cas entre nous, où il y a la présence d'anapathes, de radiologues, de chirurgiens thoraciques. On arrive à les avoir. On a commencé au début, et c'est pourquoi j'encourage ce qui est fait maintenant à Marrakech. C'est très bien ce que vous avez fait, c'est un début, mais faites vos RCP vous-même en secteur libéral, 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours, et vous allez voir que ça va améliorer la prise en charge. Encore une fois, ce n'est pas l'apanage des examens qu'on a, mais c'est surtout la discussion rapide de ces malades. Vous avez 40 jours entre le début des symptômes et comme je vous dis, aux États-Unis, c'est 3 jours. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est très bien le début et je vous encourage à faire vos propres RCP à Marrakech. Mais je pense qu'on a commencé les RCP depuis 15 ans maintenant. Mais on les fait avec les oncologues. C'est Aziz. Depuis qu'on a commencé à faire nos colloques d'oncologie, c'est déjà, on a commencé à faire nos RCP entre radiologues, anapathes, et donc c'est pas chose nouvelle pour nous. RCP, il faut avoir un chirurgien avec nous. Oui, oui, tout à fait. On a la chance d'avoir 5 chirurgiens thoraciques qui sont très bien. On a des bons anapathes. Il faut avoir un anapathe. On est bien équipé au niveau de Marrakech. Vous savez, au début, le délai. Il y a des patients qui viennent de Casa pour nous voir. Oui, et de Marrakech à Casa. Et de Marrakech à Casa aussi. Ça, c'est l'échec et mat. Hein? Non, c'est Mohamed. Il y a même beaucoup de malades qui viennent me voir de Marrakech. Ce n'est pas grave. C'est en notre honneur à tous. Le problème, encore une fois, c'est le délai d'un apathe pour avoir une réponse d'un apathe, c'était de 15 jours. Professeur Moujnoul, il est là, il est présent. C'était de 15 jours, on attend le résultat de l'anapathe. Maintenant, en 24 heures, quand l'anapathe est avec nous dans la salle, il appelle le téléphone et on a le résultat. Bon, j'essaie de faire de mon mieux pour partager avec vous notre expérience. Bien sûr, l'objectif justement, c'est de partager et d'avoir des remarques pour nous améliorer. On vous remercie. C'est le moment le plus dur, en fait, c'est le revoir. Heureusement qu'on a encore une soirée passée ensemble. On a passé d'excellentes journées grâce à vous, participants, grâce à nos excellents orateurs qui ont présenté des sujets extraordinaires avec des modérateurs d'excellence et nos résidents, bien sûr, qui ont participé activement. Donc, je vous remercie vivement de votre présence. Je vous donne un rendez-vous l'année prochaine. Et donc, on va se voir pour un dîner copieux ce soir. J'espère qu'il y aura de la bonne ambiance. Je vous remercie pour votre indulgence parce que cette année, avec le Festival de cinéma, on n'a pas pris ça en compte parce que c'est le festival qui s'est greffé sur notre programme. Ce n'est pas nous qui sommes greffés sur le programme de festival. Donc c'était un petit peu dur. On était obligé un petit peu de mettre nos confrères dans un autre hôtel. Je sais que ce n'est pas évident, surtout qu'on s'est habitué au Maroc, c'est-à-dire en France ou bien ailleurs, c'est une habitude. On prend un métro, on prend 2 métros pour arriver au lieu de congrès, mais ici on a l'habitude
d'être logés dans le lieu de congrès. Mais je vous remercie pour votre indulgence et je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Vous nous donnez c'est-à-dire encore du courage pour bosser mieux et pour travailler pour avoir de meilleurs congrès. Et je tiens aussi à remercier toutes les associations au Maroc qui font d'énormes travail pour nous préparer des bons congrès. Moi, je connais c'est-à-dire l'effort que chacun fournit pour réussir des journées de formation. C'est dur, bien sûr, d'organiser un congrès, mais quand on voit des visages heureux et heureuses surtout, on oublie toute la fatigue. Mais le plus dur, en fait, c'est gérer l'imprévu. Comme je vous dis, le festival de films et tout ça, c'est ça qui est dur. Les absences, les choses ratées, tout ça, c'est ça qui est difficile à gérer. Mais Dieu merci, on est tous des gens adultes, vaccinés et tolérants les uns vers les autres. Donc je dis bon courage à la pneumologie, bonne chance à la pneumologie et vive la pneumologie marocaine.